Allez. Voilà, normalement, c'est tout bon. Donc, bonjour, on va vous présenter à peu près tout le travail qu'on a fait au cours de ce PST. Donc, ce PST qui porte sur le golf et plus précisément, l'objectif, c'était de réaliser et de concevoir un logiciel de simulation de tir de golf avec un maximum de physique possible dans le but de prévoir un peu la trajectoire d'une balle de golf en rentrant des conditions initiales voulues comme sa vitesse ou sa vitesse de rotation aussi, ou le vent, ou même personnaliser le terrain. Voilà, donc on a dans notre procédure de réflexion, on a d'abord commencé par faire beaucoup de recherches documentaires sur le sujet. Donc, alors c'était très bien encadré, donc ça a été assez vite quand même, par des cartes mentales, des rapports. On en a mis beaucoup de côté, qu'on n'a finalement pas beaucoup utilisé, mais ça donnait à réfléchir, donc c'était pas mal dans le fond. Et ensuite, on a commencé à poser les principales équations sur le papier pour se donner une idée, pour voir ce qu'on allait faire. Et ensuite seulement, on est passé au code. Donc, parce que notre logiciel, je ne l'ai pas dit, mais on l'a développé sur MATLAB et uniquement sur MATLAB. Donc, c'est seulement ensuite qu'on est passé au code, une fois qu'on avait toute la théorie posée. Et notre idée, c'était d'avoir quelque chose de fonctionnel, de très simple au départ, et de rajouter étape par étape de la complexité. Donc, au début, on ne prenait pas en compte beaucoup de critères extérieurs, d'effets extérieurs. Et petit à petit, on rajoutait des contraintes, enfin, des contraintes de plus en plus de matière à notre programme pour justement rajouter toute cette physique. Voilà. Si tu veux présenter les quelques hypothèses. Ouais. Donc, du coup, comme tu viens de dire, vu que on voulait complexifier petit à petit, on a quand même fait des hypothèses pour simplifier, et notamment en rapport avec le milieu dans lequel la balle évolue. On a par exemple considéré que la température et la pression de l'air étaient constantes, et que aussi la vitesse du vent, qui est, elle, est entrée dans les conditions initiales, elle aussi est constante tout au long du vol. On a aussi fait l'hypothèse que la vitesse de rotation de la balle, elle est constante tout au long du vol. Et d'ailleurs, Théo, tu vas nous expliquer un peu plus tard pourquoi. Mhm. Ensuite, on s'est aussi posé la question de savoir si les coefficients de portance et de traînée, ils pouvaient être considérés comme constants ou pas au cours du vol. Et pour cela, on a réalisé une étude qui est d'ailleurs en annexe de notre rapport. Et je vous invite à aller voir. On a trouvé que le coefficient de traînée, il variait très peu, et que celui de portance, il variait un peu plus, toujours légèrement, mais qu'au final, quand on traçait, ça provoquait qu'une erreur de plus ou moins 5 mètres sur la trajectoire. Et donc, dans la suite, on va considérer ces coefficients comme constants. Il faudra juste faire attention qu'au moment de l'exploitation des résultats, il faudra bien prendre en compte cette erreur de plus ou moins 5 mètres sur la trajectoire. Et donc, maintenant, on peut passer à l'étude de la physique du vol de la balle. Voilà. Donc du coup, on a voulu déterminer les équations du mouvement. Évidemment, on a commencé par faire un bilan des actions mécaniques extérieures à la balle. Donc elle est soumise à trois forces. Donc la force de portance, normale à la trajectoire, son poids, évidemment, le poids de la balle, et aussi la force de traînée qui est dans le sens opposé à la vitesse et au vent. Et du coup, avec ce bilan des forces, on a pu faire le principe fondamental de la dynamique pour déterminer les équations de mouvement. Et donc, vous pouvez voir là à droite, donc en projetant selon les trois axes les différentes accélérations. Et après, avec ce système, on peut trouver la vitesse et la position par intégration. Et c'est ce qu'on a fait finalement dans le programme. Et pour résoudre ce système, on avait besoin de conditions initiales. Et ces conditions initiales, au final, c'est la position initiale de la balle, ainsi que les vitesses, les différentes vitesses initiales selon les trois axes.
Donc, voilà, exactement. Et le choix qu'on a fait pour résoudre ces équations sur MATLAB, donc il y avait plusieurs possibilités qui s'offraient à nous. Soit la méthode de l'heure, assez traditionnelle, soit la méthode de Runge-Kutta qui prenait un peu plus de temps, et soit une dernière méthode, c'est celle qu'on a choisie, qui est directement comprise dans MATLAB, et qui s'appelle ODE45, son fonctionnement est assez proche de la méthode itérative de Runge-Kutta. Alors pourquoi on a pris la vitesse de rotation constante? Tout simplement parce que pour implémenter Runge-Kutta dans MATLAB, on doit lui donner donc des conditions initiales, une fonction à intégrer, à résoudre. Donc, nous, on lui a donné les 3 accélérations ici et les 3 vitesses initiales qui vont évoluer pour en sortir des positions et des vitesses. Et le problème, c'est que cette méthode se fait automatiquement d'une certaine façon. Une fois qu'elle est lancée, on ne peut pas l'interrompre pour changer des coefficients. Et comme la variable d'intégration, enfin les variables d'intégration, c'était l'accélération et la vitesse. On ne pouvait pas faire entrer en jeu la vitesse de rotation sans arrêter le processus. Et on a choisi comme borne d'intégration de ODE45 le départ donc, de la position initiale jusqu'au premier rebond, c'est-à-dire une première parabole. La méthode itérative s'arrête, on effectue un rebond, puis elle recommence de ce nouveau rebond jusqu'au prochain, etc., jusqu'à quasiment que la balle s'arrête. On verra après, mais un peu avant. Mais dans l'idée, c'est ça. Et donc, on ne pouvait pas se permettre de prendre une vitesse par cette méthode, par ce choix qu'on a fait au tout départ, on ne pouvait pas se permettre de faire varier la vitesse de rotation. Voilà, c'est à peu près tout. Donc pour ce qui concerne justement le rebond et le roulement de la balle, pour le rebond, tout d'abord, on a beaucoup étudié le rapport de Raymond Pineur sur le sujet, qui a fait un rapport très détaillé avec des équations qui sortaient, des équations empiriques, et on les a beaucoup exploitées dans notre programme, car elles semblaient très, très pertinentes et très justifiées. D'ailleurs, vous pourrez retrouver en annexe de notre rapport le sien, justement, de rapport. Et donc, ce qu'on a remarqué, et ce qu'il a soulevé, lui, comme problématique, c'est que quand la balle arrive sur le sol va se déformer localement au niveau de la balle. C'est-à-dire que même si la balle arrive, comme on peut le voir sur la slide, sur un sol parfaitement plat, eh ben, ça va créer une espèce de petite bosse à l'avant avec un angle, et la balle ne va pas rebondir sur un sol plat finalement, va rebondir sur un sol légèrement en pente. Et légèrement en pente d'une pente θ, comme on peut le voir sur le dessin. Donc, ce qui va influencer son rebond va non pas être parfaitement symétrique par rapport à la normale de la surface, mais légèrement plus proche de la normale. Cet angle θ, Pinner, il nous donne une équation empirique qu'il a trouvée par des expériences, du coup, forcément, et qui est directement proportionnelle à l'angle incident et à la vitesse incidente. Et on a pu, on le voit assez clairement quand on a fait des tests, c'est que ce modèle-là est valable uniquement pour le premier rebond, puisqu'après les vitesses deviennent tellement faibles que cet effet de déformation du sol est très très négligeable. Donc on l'a uniquement pris pour le premier rebond, et les autres rebonds sont effectués donc sans cette petite bosse et uniquement avec un rebond parfaitement symétrique par rapport à l'axe de la normale à la surface. Pardon. Pour le roulement de la balle, c'est assez classique, hein, finalement. Alors, on a fait comme hypothèse que la balle roulait et ne glissait pas. Et donc, elle va être soumise à 3 forces. Bien sûr, son poids, la résistance, la réponse du sol, et la force de frottement qui va être opposée à son mouvement. Donc là, sur le dessin, la balle va dans le sens X'. Hein. On a peut-être oublié de le noter, mais voilà, elle roule bien dans le sens X'. Donc la force de frottement en vert qui va vers l'arrière. La force de frottement qui est principalement due à l'herbe. Hein. Comme la balle roule dans l'herbe, c'est quasiment que ça. Donc là, on a pris un cas pour une pente, mais parce que c'était le cas le plus compliqué, hein, comme on peut le voir, compliqué, il y a un angle qui entre en jeu,
Mais sur un sol plat, c'est strictement identique. La seule différence, c'est que le poids et la réponse du sol se compensent. Voilà, et donc il n'y a plus que la force de frottement qui entre en jeu. Donc la force de frottement qui est directement proportionnelle à la vitesse et un coefficient de frottement de la pelouse, du gazon, alors qu'on a eu beaucoup de mal à déterminer parce que ça dépend beaucoup du type d'herbe utilisée, de sa densité, de l'humidité de l'herbe. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Voilà. Euh, on va pouvoir passer une petite démonstration de notre programme. Alors, donc on a pris le temps de faire une interface numérique, enfin une interface homme-machine. C'était quand même c'est beaucoup plus facile d'utiliser. Alors, elle n'est pas parfaite, il y a encore beaucoup de voies d'amélioration, mais dans l'idée, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus sympa. Alors, on peut rentrer nos vitesses de balle en X, notre vitesse de balle en Y, notre vitesse de balle en Z. Alors, les vitesses sont en mètres par seconde, on pourrait assez facilement changer ça pour que ce soit en kilomètres/heure, mais on a gardé en mètres par seconde. La vitesse de rotation de la balle, on peut aussi la rentrer. Donc, elle s'exprime ici en tours par minute. Mais pareil, c'est assez simple de changer l'unité. Ça, c'est vraiment un détail. On a laissé en tours par minute parce que pendant, on a changé. C'était en radians par seconde à la base et on a mis en tours par minute. Et enfin, on peut rentrer la vitesse du vent. C'est les trois paramètres qu'on a décidé de pouvoir rentrer. On peut aussi personnaliser le terrain. On l'a pas encore fait, enfin on l'a pas mis, on le mettra pas. En tout cas, c'est pas prévu. On n'aura plus le temps de le personnaliser directement sur l'application, mais on peut le personnaliser à la main, je le ferai après. Donc on peut essayer un premier essai, par exemple avec une vitesse de 70 mètres par seconde selon X, 1 selon Y, c'est bon, ça, on va tirer selon X, et 20 selon Z, ça correspond à un tir d'à peu près de 260 km/h. Donc c'est un bon tir quand même. Donc voilà, on a tout de suite la petite animation. Sur un terrain plat, bien sûr. Je n'ai pas précisé. Voilà, si tu veux. Ouais, bah du coup, si on se met un peu de côté, un peu plus, voilà, comme ça, on voit très bien que notre courbe, notre trajectoire, c'est pas une parabole parfaite, hein, et ça s'explique par la présence de la traînée, tout simplement. Au bout d'un moment, la vitesse de la balle diminue, donc la portance s'essouffle un peu, et du coup, bah, il reste beaucoup de traînée, ce qui fait que ça s'aplatit un peu à la fin. Et c'est vrai que sur cette simulation, là, on va pas très loin, on est à 130 mètres à peu près, c'est ça? Ouais, 100, 120, 100, 100, ouais. peut-être, on doit, ouais, voilà, 120 à peu près. Et donc c'est plutôt faible par rapport à la réalité. Normalement, avec 100. cette vitesse, quand on avait regardé un peu sur Internet des tableaux de valeurs de distance en fonction de la vitesse, en fonction des clubs de golf, tout ça, on avait vu que c'était plutôt autour de quoi, 180, 190 mètres. Donc là, on est quand même assez nettement en dessous et on peut se dire qu'au début, c'est parce que on n'a pas pris en compte de vitesse de rotation de la balle, que la vitesse de rotation, elle pourrait éventuellement, via l'effet Magnus par exemple, augmenter cette distance. Et on pourra voir du coup avec des simulations suivantes si c'est le cas ou pas. Donc voilà, Ouais, je bah, sais pas, je peux changer. Par exemple, donc là, on avait zéro, on n'avait est-ce pas que de tu veux me vitesse de parler du rebond rotation. avant peut-être? Comment? Est-ce qu'on parle du rebond avant Ah peut-être oui, un oui, petit tu coup? peux. Vas-y, vas-y. Je peux vraiment Bah, voilà, tout simplement, on observe bien que il y a un net rebond c'est quoi, c'est 2,5 mètres à peu près par rapport aux Ouais, attends 13 voir, je mètres peux essayer de de haut. regarder. Voilà. Donc, Ouais, voilà, 2,5. pareil, ça paraît plutôt cohérent. Et voilà, si tu veux rajouter quelque chose sur le Ouais, bah, rebond. sur le rebond, on voit clairement l'effet décrit tout à l'heure. Si on devait tracer une normale, elle serait à peu près par là. Et on voit que le rebond est quand même un peu plus rapproché de la normale que la vitesse incidente. Enfin, on voit que la trajectoire incidente et pas la vitesse.
la trajectoire incidente est plus éloignée de la normale. Donc c'est exactement l'effet décrit tout à l'heure, là on le voit très bien. Comme il y a une vitesse assez importante, ça se voit bien. Ouais, on peut essayer de mettre une vitesse de rotation, parce que du coup, là, comme je disais, il y avait 0, 0, 0, ce qui en réalité n'existe pas. Il y a toujours une vitesse de rotation sur la balle qui varie entre 2000 et 10 000 tours par Ouais, à peu minute. près. Ouais, ça peut aller assez haut. Donc là, par exemple, si on met 0, moins 3000 selon X, alors on met 0 selon X parce que quand on tape, l'angle est très faible. Avec 20, on doit avoir un petit angle quand même, enfin, pas grand-chose comme degré. Donc quand on tape avec le club, on ne peut pas donner une vitesse de rotation normale au club. On met 0, mais ça pourrait être légèrement, vu qu'on a un petit angle. Mais bon, les valeurs, on peut les discuter. C'est vrai que on peut voir. Et donc, on va mettre, selon Y, moins 3000, comme si la balle était prise par-dessous par le club un petit peu. Et en vitesse de rotation selon Z, on peut mettre par exemple 5000, arbitrairement, hein, on pourra avoir après des valeurs plus précises. Pour le lift, par exemple, de la balle, si le joueur tape euh, un peu de côté la balle, pour lui donner de l'effet et qu'on voit bien la courbure. Donc, on a mis 5000, c'est une valeur un peu élevée pour Z. En principe, la rotation selon Y serait plus grande que selon Z, mais c'était pour bien voir la courbure que ça produisait surtout. Ouais. Et donc là, du coup, bah, on voit très bien hein, qu'il y a un bel effet qui est dû donc à la rotation de la balle et c'est dû en fait à l'effet Magnus qui intervient du coup dans la portance et voilà. Et du coup, si on revient un peu sur le rebond, c'est là qu'on voit qu'il y a un petit décalage. Alors, ouais, très léger, là on ne voit pas beaucoup. On voit pas énormément. Mais ça, c'est dû justement à l'étude en lien avec le document de Monsieur Penner et avec la petite bosse créée par la balle. Ouais, et sur la distance, Voilà. Oui, et du coup, oui, sur la distance, on voit que finalement, ça n'a pas augmenté énormément de rajouter une vitesse de rotation. Et donc, du coup, on peut se dire que finalement, c'est plutôt notre programme qui a peut-être une erreur à propos de ça, mais qu'on n'a pas vraiment trouvé d'où ça pouvait venir. Voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque non, chose non, à bah, c'est propos de ça, c'est notre ça. plus gros problème qu'on n'a pas réussi à solutionner dans le temps imparti, qu'on trouve nos distances plutôt faibles par rapport à des valeurs qu'on pourrait trouver. On s'est surtout basé sur des valeurs proposées par la Fédération française de golf et par des valeurs proposées par les sites marchands de clubs de golf qui donnent souvent des statistiques. Alors, ça faut le prendre avec des pincettes, hein, c'est des sites marchands, on ne sait jamais, ça peut être comme vu d'une manière commerciale, mais ça donne un ordre d'idée. C'était ça l'objectif principal. Ce qu'on peut faire maintenant, donc là on a une trajectoire assez courbée, on voit quand même que c'est bien dévié d'un certain angle. Je ne saurais pas dire tout de suite là, comme ça, mais d'un certain angle, ce qu'on peut faire, c'est essayer de rajouter du vent, par exemple, du coup, selon Y, pour essayer de faire un angle encore plus important et pour voir si le vent joue quand même un petit peu. Normalement, oui. Ouais, un rôle dans la trajectoire. Donc, par exemple, on peut mettre 10 mètres par seconde de vent, donc ça fait 36 km/h. C'est Ouais, déjà bien. c'est pas mal. Je ne sais pas si des gens jouent au golf avant pareil, sûrement. Bon, bah là, clairement, Ouais, ouais, on voit très bien que le vent a très largement accentué la le trajectoire, le tournant dans la trajectoire, la ouais, courbure de la trajectoire. exactement. Voilà, bah, il n'y a pas grand-chose à dire de plus, mais voilà, le vent joue quand même un rôle important dans la trajectoire de la balle. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est personnaliser du coup le terrain pour voir un peu le comportement que la balle prend. Alors, ce qui est embêtant, Ouais. c'est que je dois tout fermer et changer le terrain manuellement directement sur MATLAB. C'est une des améliorations qu'on envisageait, mais vraiment,
on était juste au niveau du temps. Donc Alors, là, on va mettre un terrain à base de sinus et cosinus, c'est ça, hein, ouais, voilà, c'est ça. Bah, pour avoir effet de des cosinus bosses, pour notre avoir des belles terrain, bosses. il est généré à partir d'un maillage, en fait, c'est assez simple. Et donc, on évolue dans le X et dans le Y, et notre terrain, c'est juste une équation donc de Z, d'altitude, pour chaque valeur de X et de Y du maillage. Donc, pour chaque point, on va avoir une altitude et on va créer une surface assez lissée par rapport à ça, en utilisant des fonctions assez simplement. Donc, j'avais noté des valeurs où on voyait bien le rebond. Bon, alors, c'est des tirs qui n'ont pas beaucoup de sens là pour le coup, mais c'est surtout principalement pour montrer l'effet du rebond. Ah, c'était pas comme ça, mais ah si, si. C'est bien. Voilà. Donc, la zone en orangé, rouge, enfin, dans les couleurs chaudes, c'est que c'est haut, c'est l'altitude est haute et les couleurs froides, l'altitude est plus basse. Bon, bah, Donc on voit bien que là, au moment du rebond, ouais, la balle est déviée par la pente du terrain, tout simplement, hein. On voit même qu'après, elle tombe petit à petit dans un creux. Là, elle longe la courbure du terrain. voilà, puis on voit Donc, même voilà. ouais, dans le bout, là où ça roule, que c'est légèrement courbé. Alors, c'est dommage qu'on puisse pas trop zoomer, parce que quand je zoome, ça détruit le terrain. Mais Ouais. bon, ça aussi, c'est un défaut qu'on pourrait améliorer. Mais si on regarde bien au-dessus, avec la trajectoire, comme elle est équivalente au terrain, elle disparaît de temps en temps. Mais c'est légèrement courbé. Donc, c'est tout simplement la balle qui veut aller dans l'endroit le plus bas et rouler, mais la pelouse qui la retient. Tiens, tout à Alors, fait. on peut essayer peut-être viser je suis bien plus loin. Mm. Voir si ah, bah, j'ai raté la bosse, je crois. Ah non, si, c'est bon. Voilà, bon, bah, de nouveau. Alors là, j'ai pris la bosse sur un angle un peu plus plat. Donc, c'est un peu moins. Un peu moins visible, mais ça reste Ouais, quand non, même. si, ça Ouais, reste pas ça va, mal. hein. C'est vrai que d'en haut, on voit pas trop l'équation, mais. Ouais. Ah, si, quand même. Hein. Ah, si, quand même. Ouais, Bon, voilà, dans l'idée, on peut quand même pas mal jouer et prévoir où la balle peut tomber. Il y a juste ce problème de distance qui est pas mal handicapant, mais voilà, ça c'est la voie d'amélioration principale. ouais, tout à fait. Voilà, ben, c'était à peu près tout pour la démo, et je crois on a pas grand-chose d'autre à montrer. Ouais, bah, pour conclure, ouais, c'est ça. Notre principal défaut, c'est la comparaison avec la réalité sur la longueur du tir. C'est Même notre point en, noir. enfin, même juste, même en ajoutant l'incertitude qu'on avait utilisée de plus ou moins Hmm. 5 mètres, ça change pas grand-chose au final. On est beaucoup, enfin, assez loin de la réalité. Et donc, oui, c'est vrai que c'est vraiment le point nord de notre modélisation, quoi. Ouais, exactement. Et après, les principales difficultés, bah, c'était dans le code. Hein. Comme on a débuté MATLAB cette année, on avait déjà eu de l'algorithmie et de la programmation dans les années antérieures. Mais c'est vrai que c'était principalement ça. On a passé beaucoup d'heures sur les aides de MATLAB, pas les tutos, mais les fiches wiki un peu de MATLAB à comprendre le fonctionnement des fonctions pour essayer de comprendre quand même ce qu'on fait. Ouais. C'est à mon avis ce qui nous a pris le plus de temps. Enfin, c'est même sûr, c'est ce qui nous a pris le plus de temps hein, à chercher comment ça fonctionnait, mais c'est vraiment intéressant. Moi, j'aime bien. Voilà, bah, c'est à peu près tout. Si tu as autre chose Ouais. à rajouter. Non. Bon, ça me semble bien. Eh ben, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci. Et voilà.